Le moi et les mécanismes de défense, d'Anna Freud publié à Vienne en 1936, Le moi et les mécanismes de défense, constitue une tentative d'Anna Freud, 1895 à 1982, psychanalyste et pionnière de l'analyse des enfants, d'intégrer la psychanalyse à la psychologie. Cette œuvre, très proche de l'analyse concrète des patients qu'elle fréquente, élabore une théorie devenue classique des mécanismes de défense en psychanalyse. Texte assez facile à lire, même s'il réclame de l'attention, relativement court et découpé en petites parties, il comporte 4 grandes parties: théorie des mécanismes de défense, exemple d'évitement de déplaisir et de danger réel, exemple de 2 types de défense et mécanismes de défense déclenchés par la peur des pulsions trop puissantes. L'ouvrage reste très près de la théorie psychanalytique classique élaborée par son père, Sigmund Freud. Il constitue encore aujourd'hui une bonne introduction aux questions de défense psychique. La première partie, théorie des mécanismes de défense, divisée en 5 chapitres, contrairement à ce que pourrait laisser entendre un tel titre, est très éloignée d'une présentation schématique. Le premier chapitre, le moi, objet de l'observation, commence par présenter une définition de la psychanalyse, qui veut s'éloigner d'une approche trop courante en littérature la présentant exclusivement comme une analyse de l'inconscient. Ce qui est vrai historiquement ne doit pas s'opposer à voir autant les couches superficielles que les couches profondes de la personnalité, dans ses relations avec l'extérieur. Ce qui importe, dans l'analyse psychanalytique, c'est de se centrer toujours sur le moi, en tant qu'observateur, observé du coup. Cela permet de se rendre compte que la perception des émois instinctuels passe toujours par le moi. Ce que l'on observe dans la cure psychanalytique, c'est bien le ça déformé par le moi, et jamais le ça lui-même. Tous les actes défensifs du moi contre le ça s'effectuent sans tapage, invisiblement. Nous devons nous contenter d'en faire ultérieurement la reconstitution, jamais nous ne les observons au moment même où ils se produisent. C'est ce qui arrive, par exemple, dans le cas d'un refoulement réussi. C'est la même chose qui survient lors d'une formation réactionnelle réussie. Nous remarquerons que toutes nos connaissances nous ont été fournies par l'étude des poussées venues d'une direction opposée, c'est-à-dire des poussées du ça vers le moi. Si le refoulement réussi nous semble à tel point obscur, le mouvement en sens contraire, c'est-à-dire le retour du refoulé tel que nous l'observons dans les névroses, nous semble lui, parfaitement clair. Ici, nous suivons pas à pas la lutte engagée entre l'émoi instinctuel et la défense du moi. De même, c'est la désagrégation des formations réactionnelles qui permet le mieux d'étudier la manière dont ces dernières se sont produites. Du fait de la poussée du ça, l'investissement libidinal, jusque-là masqué par la formation réactionnelle, se trouve renforcé. C'est ce qui permet à l'émoi instinctuel de se frayer un chemin jusqu'au conscient. Pendant un certain temps, pulsion et formation réactionnelle sont, toutes deux à la fois, perceptibles dans le moi. Une autre fonction du moi, sa tendance à la synthèse, fait que cet état, extrêmement favorable à l'observation analytique, ne persiste que quelques instants. Un nouveau conflit s'engage entre les rejetons du ça et l'activité du moi, conflit qui doit aboutir soit à la victoire de l'une des parties intéressées, soit à la formation d'un compromis entre les deux. Si, grâce au renforcement de son investissement, l'attaque du ça cesse et un état de quiétude psychique défavorable à toute observation s'instaure à nouveau. Dans ce premier chapitre, Anna Freud dresse vraiment le tableau du conflit entre le moi et le ça, en référence directe à la deuxième topique de son père. Dans le second chapitre, elle expose l'application de la technique psychanalytique à l'étude des instances psychiques. La technique hypnotique dans la période pré-analytique élimine le moi durant la recherche et cela nuit à la réussite finale, même si le succès paraît d'abord spectaculaire. L'association libre doit être utilisée surtout pour déterminer le genre de mécanisme défensif utilisé par le moi, sans fixer trop de règles fondamentales analytiques, absence de résistance qu'il faut au contraire comprendre. Ensuite, l'interprétation des rêves, l'interprétation des symboles, l'analyse des actes manqués et surtout l'interprétation du transfert,
doivent permettre de poursuivre l'observation. Elle appelle transfert tous les émois du patient dus à ses relations avec l'analyste. Ces émois proviennent de relations objectales anciennes qu'il s'agit d'observer, à travers les modalités de cette relation avec l'analyste. Elle distingue le transfert d'émois libidinaux, permettant d'observer le ça du patient à travers la nature des sentiments exprimés, involontaires et non maîtrisés, le transfert de défense, très différent, avec les déformations du ça effectuées par le moi, qui s'expriment par la manière dont le patient joue avec l'analyste, et l'agir dans le transfert qui modifie les rapports de force entre le ça et le moi. Si elle insiste sur ces distinctions, c'est pour montrer que les difficultés techniques de l'analyse sont relativement moindres là où il s'agit de rendre conscients les dérivés du ça. Le maniement par l'analyste du transfert affectif requiert l'utilisation souple de ces diverses techniques. Il faut à la fois comprendre la nature des résistances, la nature des affects en jeu et les habitudes de défense du moi, car il faut analyser les opérations défensives inconscientes du moi pour reconstituer les transformations subies par les instincts. Tout cela, explique-t-elle dans le 3e chapitre, Étude analytique et procédés de défense du moi, car l'analyste a pour mission de rendre conscient l'inconscient à quelque instance qu'appartienne ce dernier. Il doit aussi porter aux éléments inconscients des 3 instances la même attention objective. Le lecteur doit apporter pour comprendre la suite, une attention à l'exposé théorique fait auparavant, même si, admet-elle, il est long et difficile. Cette difficulté, pensons-nous, que rencontre le lecteur, surtout s'il ne possède pas une culture psychanalytique minimum, et que souvent il n'a aucune idée de la pratique concrète et aussi parce que les processus inconscients ne sont vraisemblablement pas percés à jour à l'heure actuelle. La première étape pour soigner nombre d'affections mentales, bénignes ou graves, est précisément de faire comme les fondateurs de la psychanalyse, prendre conscience de l'existence de l'inconscient, comprendre pourquoi et comment les affects ne s'expriment tout bonnement pas librement, et observer. Quand le patient ne peut venir à bout de ses problèmes psychiques, précisément, l'analyste doit posséder une connaissance, même si elle est lacunaire, et elle l'est véritablement, pour l'aider à voir ce qui l'empêche de bien se sentir, et cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'enfants. L'attitude du moi en face des efforts analytiques comporte 3 modalités. Le moi, quand il exerce la faculté d'auto-observation, fait cause commune avec l'analyste, met à la disposition de celui-ci ses capacités et lui procure, grâce aux rejetons des autres instances qui ont pénétré dans son domaine, une image de ces dernières. Le moi se pose en adversaire de l'analyste quand il se montre, au cours de son auto-observation, partiale, plein de mauvaise foi et lorsque, enregistrant et transmettant consciencieusement certains renseignements, il en falsifie et rejette d'autres et les empêche de venir au jour. Il va ainsi à l'encontre du travail analytique, lequel exige de voir, sans en rien accepter, tout ce qui peut émerger. Enfin, le moi est lui-même objet de l'analyse dans la mesure où l'activité défensive qu'il exerce sans cesse se poursuit inconsciemment et ne devient qu'à grand-peine consciente, à peu près comme l'activité inconsciente de quelque émoi instinctuel interdit. Pendant l'analyse, écrit Anna Freud dans ses considérations sur la défense contre l'instinct et la résistance, le moi devient agissant partout où il cherche, par une action antagoniste, à empêcher la poussée du ça. Or, le but de la psychanalyse étant d'assurer aux idées qui représentent la pulsion refoulée l'accès au conscient, c'est-à-dire justement de susciter de pareilles poussées, il s'ensuit que les mesures de défense adoptées par le moi contre l'apparition de ces idées prennent automatiquement le caractère d'une résistance active contre l'analyse. Et contre l'analyste, ce qui peut s'exprimer par une certaine agressivité. À côté des résistances dites du moi, poursuit-elle, nous savons qu'il existe des résistances de transfert, différemment constituées et aussi certaines forces antagonistes difficilement surmontables qui dérivent de l'automatisme de répétition. Ainsi toute résistance ne résulte pas nécessairement d'un acte défensif du moi, mais tout acte de défense du moi contre le ça, au cours de l'analyse, ne peut se traduire que par une résistance aux efforts de l'analyste.
Sur la défense contre les affects, nous pouvons lire que le moi n'est pas seulement en conflit avec les rejetons du ça qui essayent de l'envahir pour avoir accès au conscient et à la satisfaction. Il se défend avec la même énergie contre les affects liés à ses pulsions instinctuelles. Sur les manifestations permanentes de défense, Anna Freud fait directement référence aux travaux de Wilhelm Reich, Analyse logique des résistances, 1935, toutes les manifestations, certaines attitudes du corps, révélatrices de l'activité défensive du moi se transforment en traits de caractère définitifs, devenus des cuirasses de caractère. La formation des symptômes, dans les domaines de l'hystérie ou des névroses est liée directement à la forme de résistance déployée. Il s'agit de trouver et d'utiliser une technique analytique qui permette de déceler les modes de défense contre les pulsions et les affects. Tout l'effort d'analyse des enfants d'Anna Freud, surtout que pour eux la méthode des associations libres ne donne pas beaucoup de résultats, est d'obtenir d'eux des renseignements directs sur leurs rêves et leurs émotions, dans les jeux, les dessins, etc. Il s'agit de faire évoluer l'enfant dans son propre univers mental exprimé, pour reprendre un autre vocabulaire que celui de la psychanalyste. Et c'est l'expérience, précisément qui permet de construire des techniques d'analyse, qui nous donnent les moyens de liquider les résistances du moi. Le chapitre 4, qui porte sur les mécanismes de défense, part des études de Sigmund Freud, notamment dans les psychonévroses de défense, 1894, l'étiologie de l'hystérie, et surtout dans Inhibition, symptômes et angoisse, 1926. Elle envisage à sa suite le rôle de refoulement comme mode particulier de défense, à mettre en relation avec les autres procédés spéciaux de défense. Elle cite, parmi les procédés de défense utilisés dans la névrose obsessionnelle, la régression et les modifications réactionnelles, formation réactionnelle, du moi, l'isolation et l'annulation rétroactive. Elle tire de l'ouvrage, toujours de Sigmund Freud, à propos de quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité, les mécanismes de défense nommés introjection ou identification et la projection. Du travail sur la théorie des instincts, le retournement contre soi-même et la transformation en contraire, destin des pulsions, à ceux-ci, elle ajoute ceux appartenant plutôt au domaine de la normalité qu'à celui de la névrose, la sublimation ou déplacement du but instinctuel. Ainsi sont réunies ces 10 méthodes différentes, et dans chaque cas particulier, le praticien doit observer les conséquences de leur mise en œuvre sur la personnalité du patient. Dans la suite de son exposé, qui est loin de faire systématiquement le tour de ces méthodes, l'une après l'autre, elle effectue une comparaison entre les divers effets de ces mécanismes dans des cas particuliers. Ainsi, elle puise dans son expérience des cas de garçons et de filles mettant en œuvre ces mécanismes de défense. Ce qu'il faut retenir surtout, au-delà d'une organisation stricte des méthodes de défense, dont elle renonce d'en établir la chronologie, c'est la valeur descriptive de ce qui se passe chez ces enfants. Anna Freud insiste beaucoup sur le fait que le refoulement peut bien être englobé dans le concept général théorique de la défense et comparé aux autres procédés défensifs spéciaux, il se place néanmoins selon elle sur un plan tout à fait différent. Les mécanismes de défense tels que le refoulement et la sublimation apparaissent très tôt, et de plus, ce sont eux qui réclament de la part du moi la plus grande énergie et la plus grande constance. Le chapitre 5, Orientation des processus de défense suivant l'angoisse et le danger, examine successivement, de manière plus précise les motifs de la défense contre les pulsions, peur du surmoi dans la névrose des adultes et crainte réelle dans la névrose infantile. L'auteur montre bien le face-à-face du moi face à la fois au surmoi et au ça, et met bien en évidence cette balance de la peur du moi face à l'angoisse devant les menaces de l'extérieur, punition en cas d'infraction aux interdictions formelles des parents, et face aux puissantes pulsions du ça qui se manifestent de façon imprévisible dans le cours du développement de l'enfant. Constamment, le moi qui veut se construire, besoin de synthèse du moi, doit jouer entre diverses menaces de l'équilibre qu'il met en place au cours du temps, événement après événement.
Elle pense que dans le travail de l'analyse, il est plus difficile de traiter certains états pathologiques où le patient lutte par peur de la puissance de ses instincts que ceux qui relèvent de la contrainte extérieure, mise en place d'un surmoi puissant, où la modification des méthodes éducatives peuvent avoir beaucoup d'effets bénéfiques. La deuxième partie, exemple d'évitement de déplaisir et de danger réel, traite des stades préliminaires de la défense. Les chapitres 6, 7 et 8 du livre abordent la négation par le fantasme, la négation par acte et parole et la rétraction du moi. Le chapitre 6 sur la négation par le fantasme commence par un rappel. La doctrine psychanalytique est issue de l'étude des névroses, c'est-à-dire d'aspects pathologiques qui laissent dans l'ombre les mécanismes normaux. C'est en psychologie que ces aspects nullement pathogènes sont laissés, et c'est pourquoi la négation par le fantasme est jugée comme accessoire, alors qu'il est probablement le premier mécanisme de défense du moi. Le petit enfant, à cette époque de l'existence, est encore trop faible pour se dresser activement, pour se protéger à l'aide de ses forces physiques contre le monde extérieur et pour modifier ce dernier à sa guise. Anna Freud se base sur le fameux cas du petit Hans étudié par son père et sur le cas d'autres enfants pour mettre en relief la manière dont le fantasme d'un animal par exemple remplace dans son esprit une réalité trop dure. Les thèmes sur lesquels ont brodé ces deux enfants ne sont nullement originaux et nous les retrouvons, de façon tout à fait générale, dans les contes et dans la littérature enfantine, élément qu'étudie plus tard Françoise Dolto. C'est un renversement total de la réalité qu'opèrent ces histoires intérieures et ces contes pour le bénéfice d'un moi qui substitue à une réalité immodifiable des fantasmes qui s'expriment tant dans le rêve que dans l'état de veille. La persistance de ce mode de défense chez l'adulte entraîne des conséquences importantes, et généralement ce mode disparaît assez rapidement lors de la fin de la petite enfance. La négation par acte et parole étudiée dans le chapitre 7 part de cette forme de défense qui évolue avec l'âge, pendant plusieurs années le moi infantile, tout en conservant un sens intact de la réalité, garde le privilège de nier tout ce qui, dans cette réalité, lui déplaît. Il use amplement de cette faculté et, ce faisant, ne se cantonne pas dans le seul domaine des représentations et des fantasmes, il ne se borne pas à penser, il agit. Pour parvenir à transformer la réalité, il se sert des objets extérieurs les plus divers. On retrouve fréquemment aussi, dans les jeux enfantins, en général, et dans ceux où l'enfant adopte un rôle, en particulier, cette même négation de la réalité. Dans une présentation dynamique, Anna Freud met en relation l'évolution de l'enfant dans ce sens avec l'existence des différentes écoles pédagogiques, le conflit toujours existant entre les différentes écoles pédagogiques, Froebel contre Montessori, peut se résumer ainsi. Dans quelle mesure l'éducateur doit-il inciter l'enfant, et cela dès le plus jeune âge à assimiler la réalité ? Jusqu'à quel degré peut-on laisser le jeune être se détourner de cette réalité en favorisant chez lui la construction d'un monde imaginaire ? Dans l'équilibre délicat entre l'entrée dans le monde de la réalité et la protection d'un moi fragile, entre les excitations extérieures et les excitations pulsionnelles, c'est surtout la fonction de synthèse du moi qui permet à l'enfant d'entrer progressivement dans une dynamique positive, d'échange réel, avec le monde extérieur. Tout dépend de l'attitude des éducateurs, pris au sens large, dans leur compréhension des mesures protectrices du moi, entre consentement trop large, qui risque de conforter l'enfant dans sa négation et répression trop forte qui augmente l'angoisse et réoriente de manière trop importante la défense contre la vie instinctuelle, ce qui aboutit au développement de névroses véritables. Le chapitre suivant sur la rétraction du moi examine un phénomène parallèle à l'élaboration des fantasmes, divers procédés employés par le moi, pour éviter toute souffrance venue soit du dedans soit du dehors. Cette rétraction du moi appartient autant aux procédés normaux qu'aux procédés pathologiques. Toujours à partir d'exemples concrets, elle décrit ce mécanisme de défense, qu'elle distingue de l'inhibition. Toute la différence entre l'inhibition et la rétraction du moi consiste en ce que, dans le premier cas, le moi se défend contre ses propres processus internes tandis que, dans le second,
il se dresse contre les excitations extérieures. Ce processus de rétraction s'inscrit pour Anna Freud dans le processus normal de l'enfance. Elle conclut sur le fait qu'étant donné le peu d'indépendance dont jouit l'enfant, les adultes peuvent, à leur gré, favoriser ou étouffer chez lui l'éclosion d'une névrose. Ainsi, elle cite l'exemple d'une mère que l'état de son enfant inquiète et dont l'orgueil est blessé chercher à le protéger en lui évitant d'affronter des situations pénibles dans le monde extérieur. Tout est dans l'attention qu'elle témoigne et on peut mesurer combien est délicat le dosage de liberté à accorder, sans tomber dans l'état phobique à l'égard d'accès d'angoisse. La troisième partie aborde des exemples de deux types de défense, l'identification avec l'agresseur et une forme d'altruisme, chapitres 9 et 10. La quatrième et dernière partie se focalise sur l'étude des phénomènes de la puberté, mécanisme de défense déclenché par la peur des pulsions trop puissantes, chapitres 11 et 12. Dans sa conclusion, Anna Freud commence, avant de faire une sorte de bilan des connaissances actuelles, par une sorte de mise en garde. Quand nous connaîtrons mieux l'activité inconsciente du moi, nous serons sans doute en mesure d'établir une classification bien plus rigoureuse. Les exemples qu'elle donne, tirés de son expérience clinique, lui permettent toutefois de supposer que le moi met en branle le mécanisme de la négation quand il s'agit d'idées de castration et de perte d'objets aimés. La cession altruiste des pulsions instinctuelles, d'autre part, semble être utilisée de préférence, dans certaines conditions déterminées, lorsqu'il s'agit de triompher d'humiliation narcissique. Elle pense que les connaissances sont mieux établies sur les rapprochements entre les diverses activités de défense du moi contre les dangers qui menacent soit du dedans soit du dehors. Le refoulement sert à évincer les dérivés du ça comme la négation à supprimer les excitations extérieures. La formation réactionnelle préserve le moi d'une réapparition de ce qui a été refoulé. Les fantasmes grâce auxquels la situation réelle est renversée empêchent la négation d'être ébranlée par l'ambiance. L'inhibition de l'émoi pulsionnel correspond à une rétraction du moi, destinée à éviter tout déplaisir causé par le monde extérieur. L'intellectualisation des processus instinctuels agit en tant que protection contre un danger intérieur et équivaut à une vigilance perpétuelle du moi contre les dangers extérieurs. Tous les autres mécanismes de défense qui, à la manière du retournement en contraire ou du retournement contre soi, se manifestent par une altération des phénomènes pulsionnels eux-mêmes, trouvent leur contrepartie dans les tentatives faites par le moi pour parer aux dangers extérieurs en intervenant activement afin de modifier l'ambiance. Toutefois, je ne puis m'étendre davantage ici sur ces sortes d'activités du moi. À lire la suite, le lecteur se rend compte de la mobilité extrême des mécanismes de défense et de la multiplication de véritables tactiques au fur et à mesure que les événements interviennent et que de nouvelles pulsions naissent dans le corps de l'individu. Bien que le moi, écrit-elle à la fin de sa conclusion, ne dispose pas, dans le choix des mécanismes de défense, d'une totale liberté, il n'en est pas moins vrai que l'importance de son rôle nous frappe quand nous étudions ces mécanismes. L'existence même des symptômes névrotiques prouve que le moi a été submergé. Tout retour des pulsions refoulées, toute formation ensuite de compromis trahissent un échec de la défense projetée, partant une défaite du moi. Le moi est vainqueur quand ses mesures de défense sont efficaces, c'est-à-dire quand il arrive, par elles, à limiter la production d'angoisse et de déplaisir, à assurer au sujet, même dans des circonstances difficiles, grâce à une modification des pulsions, une certaine dose de jouissance pulsionnelle. Ainsi s'établissent, dans la mesure du possible, d'harmonieuses relations entre le ça, le surmoi et les puissances du monde extérieur.